Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de l'horrible meurtre de Maude Maréchal. Alors, restez là. Cette histoire se déroule en France, et plus précisément dans un quartier résidentiel de la commune de Lagny-sur-Marne. Nous sommes le 14 mai 2013, il est 3h30 du matin, lorsqu'une voiture de police qui patrouille dans le quartier tombe sur une scène effroyable. Étendu entre le trottoir et la chaussée, gît le cadavre d'une jeune femme, à moitié calcinée. Au sol, près d'elle, son téléphone avec les écouteurs branchés. Plus loin, à 40 mètres environ, son sac à main encore fumant, et lui aussi totalement brûlé. Non loin de là, des traces de liquide inflammable et un briquet. Alors, qu'est-il arrivé à cette jeune fille ? Et qui est-elle ? Maude Maréchal est née le 10 septembre 1992 à Champigny-sur-Marne. Elle a un frère, Nicolas, qui est un peu plus vieux et de qui elle est très proche. Maude est très gentille et sociable. Elle a beaucoup d'amis et surtout elle aime plaire. Mais elle a aussi un gros défaut, elle est très naïve. Au moment du drame, Maude a tout juste 20 ans. Et elle est en pleine reconversion professionnelle. Elle sort d'un stage d'immersion dans un EHPAD et souhaite devenir aide à la personne. Enfin, il est important de savoir que Maude n'était pas là par hasard ce soir-là. Elle habite le quartier et elle rentrait juste chez elle. Elle a été agressée à 2 rues seulement de son domicile. Voici les conclusions de l'autopsie. Décès par asphyxie dû à l'inhalation des fumées qui ont été provoquées par l'incendie de son corps. En clair, Maude a été brûlée vive. Il n'y a ni trace de défense, ni blessure sur son corps, mais elle est brûlée sur l'intégralité de tout le haut de son corps. Et donc brûlée au visage à un point tel que la police a dissuadé ses parents de voir leur fille une dernière fois. Au vu des éléments retrouvés sur la scène de crime, on comprend clairement que Maude a été surprise par son agresseur et qu'elle a tenté de s'en échapper. Une cigarette contenant l'ADN de Maude est retrouvée par terre à 40 mètres environ de son corps. Elle est quasiment intégralement consumée au sol et elle n'a pas été écrasée. Le liquide inflammable qui a servi à brûler Maude est de l'essence de voiture. On lui a clairement jeté de l'essence au visage et puis on y a mis le feu. C'est tellement horrible de faire une chose pareille. Un briquet, l'arme du crime finalement, est retrouvé, mais je ne sais ni dans quel état, ni s'il contient des traces ADN. Des traces de sang qui n'appartient pas à Maude, sont retrouvées sur la scène de crime. Enfin, un ADN a été retrouvé sur un vêtement de Maude. Maude vient de rentrer de vacances au Portugal. Elle a passé la nuit avec Logan, son petit ami avec qui elle sort depuis peu de temps, et elle rentre chez elle dans l'après-midi. Lorsque ses parents rentrent du travail, elle leur annonce qu'elle va manger avec eux, mais qu'après elle va passer la soirée chez Marion. Marion est une des meilleures amies de Maude, elles se connaissent depuis l'école primaire. Elle habite dans le quartier, à environ 600 mètres de chez Maude. Détail important, c'est une soirée improvisée. C'est pas quelque chose qui était prévu de longue date, donc il y a personne pratiquement qui est au courant, à part les personnes qui sont invitées à cette fête. Maude arrive chez Marion la première, suivie de Lauriane. Arrive ensuite Sébastien, puis Nicolas, le frère de Maude, qui est accompagné d'un ami, Vincent. Le groupe passe la soirée au salon à discuter, boire quelques verres et fumer des cigarettes. Personne ce soir-là ne notera un comportement étrange de la part de Maude. Elle est au contraire très heureuse de raconter ses vacances à ses amis et de leur montrer son bronzage. Lauriane est la première à quitter la soirée. Elle est suivie par Nicolas et Vincent. Nicolas, avant de partir, propose à sa sœur de la raccompagner en voiture, mais Maude refuse puisqu'elle souhaite rester encore un peu. Sébastien partira 30 minutes plus tard. Marion ne travaille pas le lendemain, Maude non plus, elle décide de rester un petit peu entre filles. Et c'est à 2h20 environ que Maude décide de rentrer. C'est sur ce chemin qu'elle croisera son agresseur et qu'elle perdra la vie, à seulement 2 rues de chez elle. Dans un premier temps, la police fait le tour du quartier afin de recueillir des informations et de trouver de potentiels témoins. Alors, il n'y a aucun témoin visuel du meurtre. Personne n'a rien vu. Par contre, un rôdeur a été aperçu par 3 personnes différentes ce soir-là à 3 heures différentes. 23h30, minuit, 1h du matin. Ces personnes ont décrit un homme d'environ 1m70-72 qui malheureusement portait un sweat à capuche de couleur sombre qui dissimulait bien évidemment son visage.
Il recueille également le témoignage d'une femme qui dit avoir entendu vers 2h40 une femme crier « Arrête, arrête ». Maud connaissait-elle son agresseur ? Dans un second temps, les enquêteurs vont pratiquer la technique de l'escargot, c'est-à-dire on part de l'environnement très proche, puis moins proche de la victime. Ils s'intéressent donc aux personnes présentes à cette soirée, mais ils sont rapidement tous mis hors de cause. Alors, ils se penchent après sur son petit ami, Logan. Ils veulent savoir pourquoi il n'était pas là ce soir-là et ce qu'il a fait. Vérification faite, il est lui aussi mis hors de cause, il travaillait le lendemain matin, c'est pour cela qu'il n'a pas accompagné Maud. On cherche à lister les connaissances de Maud, et ce qui n'est pas une mince affaire. C'est une jeune fille de 20 ans, très sociable, qui n'avait pas que de bonnes fréquentations. Et un profil intéressant en ressort. Surnommée par Maud le gitan, elle a rencontré ce jeune homme en boîte de nuit. Elle a commencé à le fréquenter, mais leur relation est très vite devenue assez bizarre, alors elle y a mis un terme. Depuis, cet homme la harcèle, à tel point qu'elle a déposé plusieurs mains courantes à la gendarmerie et qu'elle a même fini par changer de numéro de téléphone. Elle a également à de nombreuses reprises vu la nuit un homme rôder devant chez elle ou devant chez son amie Marion, et même si elle n'a jamais vu son visage, puisqu'il partait en courant dès qu'elle essayait de s'approcher, elle l'a toujours suspecté. Cette piste, tout aussi intéressante qu'elle soit, va très vite se refermer. Le téléphone du gitan borne la nuit du meurtre de Maud à 100 km de Lagny-sur-Marne. On en déduit qu'il ne peut pas être l'auteur des faits. On s'intéresse alors à un autre profil. Cette fois, c'est un ami d'un ami de Maud et aussi un ami de son frère, Nicolas. On va l'appeler Pierre. Pierre avait des vues sur Maud. Tout le monde était au courant qu'il l'aimait bien, mais Maud a toujours refusé ses avances et avait dit à tout le monde qu'il n'était pas du tout son style. Il n'a jamais eu de gestes ni de propos déplacés envers elle. Par contre, il a lancé des rumeurs sur le fait qu'ils avaient déjà eu des relations tous les deux, ce qui était complètement faux. Le soir du drame, il a envoyé pas moins de 13 textos à Maud pour lui demander de la voir. Pierre habite entre chez Marion et chez Maud. Pierre était une des rares personnes à être au courant que Maud se trouvait ce soir-là chez Marion. Il a pu avoir accès à un bidon d'essence stocké chez un monsieur qui a indiqué qu'un de ses bidons avait disparu. Après la mort de Maud, il s'est fait tatouer son prénom sur son bras. Et il a indiqué aux amis de Maud que cela n'avait rien à voir avec elle, que c'était aussi le nom de son ex-copine. Il n'a pas d'alibi car il a expliqué avoir beaucoup bu et s'être endormi. Pour finir, quelques semaines après le décès de Maud, il a déménagé. Malgré tous ces éléments troublants, rien de concret n'en ressort pour pouvoir le mettre en examen. L'ADN retrouvé sur les vêtements de Maud insérés dans le FNAEG n'a pour le moment jamais matché. La famille de Maud est divisée. Son père a la conviction que c'est Pierre qui a tué Maud, mais Nicolas, son frère, pour qui Pierre était un ami, n'arrive pas à y croire. Pour lui, c'est le gitan. Le dossier de Maud a été transféré au pôle Cold Case de Nanterre. Qu'est-ce qui pourrait faire avancer ce dossier ? Que l'ADN finisse par matcher. Cela ne veut pas dire que cet ADN est forcément celui du meurtrier de Maud, il pourrait être celui d'une personne intervenue sur les lieux du crime, policiers, médecins, etc. Donc, je me demande si tous ces intervenants ont fait des prélèvements ADN, afin qu'on puisse tout d'abord les exclure, et aussi et surtout si on a pu comparer cet ADN à ceux des deux suspects principaux. L'exploitation de la tache de sang. De même que la trace ADN, le sang est exploitable pour retrouver l'identité d'une personne. Alors, y en avait-il en quantité suffisante ? Le suivi des deux suspects principaux. 11 ans plus tard, que sont-ils devenus ? Est-ce qu'ils ont une vie bien rangée, sans vagues ? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont connus des services de police ? Est-ce qu'ils ont des casiers judiciaires ? Même si bien sûr cela ne prouverait rien pour Maud, cela pourrait donner quelques indications. Le témoin inattendu. On ne doit jamais perdre espoir. Il arrive qu'un témoin a eu peur sur le moment et n'a pas osé parler. Que ce soit un témoin visuel du crime, ou bien une personne qui aurait pu recueillir les confidences du tueur après son crime, et qui aurait choisi de se taire. Il lui laissait des messages vocaux d'insultes, de menaces. J'ai entendu un message vocal où il lui dit qu'il va brûler sa maison et toute sa famille avec. Je me souviens, un soir, elle a vu quelqu'un
en capuche, avec une capuche derrière la voiture. Et elle a tourné autour de la voiture et cette personne s'est enfuie. Elle était vraiment paniquée parce qu'elle s'est dit mais peut-être que c'était lui. Voici pourquoi même si son téléphone bornait trop loin, cette théorie n'est pas à abandonner. On sait que le gitan stalkait Maud depuis des mois et qu'elle l'a souvent retrouvée devant chez elle. On sait aussi qu'elle est allée jusqu'à poser plusieurs mains courantes. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la police? Est-ce qu'ils n'ont pas fini par le convoquer, sans en informer Maud, afin d'avoir sa version des faits? C'est normalement comme ça que cela devrait se passer. En plus, Maud avait changé le numéro de téléphone. Donc s'il ne pouvait plus rentrer en contact avec elle par téléphone, d'abord, il était obligé d'aller à sa rencontre. Et ensuite, il n'avait pas besoin d'aller à sa rencontre avec un téléphone qui aurait pu potentiellement le géolocaliser. C'est exactement ce qui s'est passé. On a vu qu'il était à 100 km et on s'est dit c'est pas lui. Mais pour aller voir Maud, il n'avait pas besoin de son téléphone. Donc, le gitan savait que Maud avait porté plainte contre lui, que ce soit elle qui lui ait dit, qu'il l'a appris par d'autres personnes, ou bien même que ce soit la police qui l'ait convoqué. Il vient ce soir-là pour se venger. Il voit que Maud elle est pas chez elle, qu'est-ce qu'il fait? Il va devant chez Marion. Et une fois arrivé devant chez Marion, il la voit par la fenêtre. Il est venu déjà prêt avec sa bouteille d'essence, et puis il attend. La suite, on la connaît malheureusement tous. Il en pensait un petit peu pour ma sœur. Ma sœur m'en avait déjà parlé à peu près. Pour elle, c'était pas possible. Dans le sens où c'était pas un garçon qui l'intéressait. Il savait que Maud se trouvait ce soir-là avec Marion et le groupe d'amis, dont mon fils. Et je sais qu'il a harcelé par téléphone pour savoir si elle voulait bien passer le voir. Pierre sait que Maud est rentrée de vacances et qu'elle passe la soirée chez Marion avec Nicolas et quelques amis. Il est très vexé, il n'a pas été invité, pourtant il voulait absolument voir Maud. Alors il passe la soirée à boire et à envoyer des textos à Maud. Mais comme d'habitude, elle n'est pas très réceptive. Ça l'agace et il décide d'aller voir devant chez Marion ce qui se passe. Si elle est toujours là ou si elle est rentrée chez elle et qu'elle s'est endormie. Et lorsqu'il voit qu'elle est toujours là-bas, il voit rouge. Alors il va voler un bidon d'essence chez son voisin, il remplit une bouteille d'eau et part attendre Maud. Ce rôdeur a été aperçu dans le quartier à partir de 23h30 et Maud a été tuée à 2h30, soit 3 heures plus tard. Est-ce que cette personne n'était pas là pour tenter de s'introduire dans une maison et voler argent et bijoux? Dans ce cas, en tant que cambrioleur seul, il se baladerait avec une bouteille d'essence, comme arme de défense, si je puis dire. S'il se fait choper pendant qu'il est en train de voler, il met le feu au tapis par exemple et puis s'en va. Dans cette théorie, Maud sort de chez Marion à 2h20 et dans la rue qu'elle emprunte, elle prend cet individu en flagrant délit, tentant de s'introduire dans une maison ou d'en sortir. Là, leurs regards se croisent. Maud prend peur, alors elle jette sa cigarette, elle se met à courir, et lui se met à courir derrière elle. Et dès qu'il la rattrape, il lui jette, comme on le sait, l'essence et le briquet. Quelle théorie vous a le plus convaincu? Est-ce la théorie 1, celui qui l'a harcelé? Théorie 2, celui qui l'a convoité? Théorie 3, celui qui volait? Ou théorie 4, la vôtre? Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet Communauté de ma chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau Cold Case.